Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux d'accueillir ce soir chez Carib de Eiríkur Örn Norddal. Donc ça se prononce pas exactement comme ça, mais par souci de simplicité, je vais le prononcer comme ça ce soir, parce que je ne connais pas bien les mystères de la langue islandaise. Donc on l'accueille pour son quatrième roman en fait, mais qui est, si je ne me trompe, le premier traduit en français. Donc il s'appelle Ilska, ce qui veut dire le mal en islandais. Donc Eiríkur a 37 ans, il a démarré, enfin pas uniquement, mais il a surtout été connu initialement comme étant un poète, et on y reviendra tout à l'heure. Et ce quatrième roman a aussi été celui d'une certaine consécration, en remportant un certain nombre de prix littéraires, et puis en étant traduit dans de nombreux pays. Donc c'est un roman de 2012 qui a été traduit, enfin qui est sorti en français en septembre 2015, donc chez Métayer. Alors ce roman, bon, il ne se raconte pas vraiment, et puis vous savez qu'en plus que chez Carib, on a horreur de raconter en fait les histoires, parce qu'on aime bien que les gens puissent découvrir et bénéficier de tous les rebonds, même dans des romans qui ne sont pas fondamentalement des romans à suspense, mais il se trouve que celui-ci, sur pas mal d'aspects, en est un. On parle d'Islande, bien sûr, de Lituanie, de façon plus surprenante, et d'Europe. Et il s'agit bien de confronter en fait du aujourd'hui et du hier, donc du nazisme de la Deuxième Guerre mondiale et du néo-nazisme, y compris sous ses formes soft d'aujourd'hui. Mais pour nous parler en fait de tout ça, Eiríkur Örn Norddal, qui n'est pas un conférencier ou un essayiste, a choisi un biais particulièrement astucieux, drôle et déroutant en fait, qui est celui d'un triangle amoureux et sexuel résolument improbable entre une jeune étudiante en master d'histoire, Agnès, un jeune Islandais un peu paumé, un peu zonard, mais qui se met ensuite à faire des études de linguistique, qui s'appelle Omar, et puis un doctorant extrêmement sérieux, Arnor, qui a la particularité d'être un intellectuel néo-nazi islandais. Il n'y a pas nécessairement d'oxymoron comme on pourra le voir tout à l'heure. Et avec ça, en fait, Eiríkur Örn Norddal a bâti une spirale tournoyante extrêmement originale, alerte, drôle, qui est drôle sans usage de la farce. On n'est pas dans le gros rire, c'est assez subtil, même s'il y a des moments de francs éclats de rire, et pour aborder les racines et les moteurs du mal, et la façon dont l'histoire est un peu une arme à double tranchant dans l'appréhension justement du mal, et d'éviter de refaire ce qui a déjà été fait en termes d'horreur. Donc c'est vraiment un roman qui m'est tombé dessus un peu par hasard, enfin grâce aux éditions Métayer, et qui m'a fait un effet assez rare, où vraiment j'ai été, j'aime pas trop ce terme, mais je vais quand même l'utiliser, j'étais un peu scotché en fait, en me disant waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et on va en lire quelques extraits, et puis ensuite essayer de voir quelques thèmes, donc sans déflorer à la fois sa mécanique narrative, mais en parlant quand même d'un certain nombre de choses qui sont parmi les plus surprenantes ou les plus intéressantes en fait qu'on peut avoir dans ce roman. Et donc on va peut-être faire quelque chose qui est bizarre, mais on va lire de l'islandais. Je pense que ça peut être assez une expérience assez intéressante. Donc on va lire le début. Fyrsti kafli. Ríflega 2000 manns létust við gerð þessarar bókar. 200.000 manns, 6 miljón gyðingar, 17 milljónir karlmanna, kvenna og barna, tæplega 80 miljón manns. Veröldin verður aldrei söm. Nei, djók. Þið hafið áreiðanlega heyrt seinni heimsstyrjöldina. Hún í öllum mannkynssögubókum til og með framan á þeim flestum. Myndir af skriðdröggum, Adolf Hitler í móðursýkiskasti og horaðir gyðingar í fjöldagröfum. Sveppalaga kjarnorkuský. Mannkynsagan. Þetta hefur áreiðanlega ekki farið fram hjá neinum. Ómar tók ekki þátt í seinni heimsstyrjöldinni. Hann fæddist ekki einu sinni fyrr en henni var löngu lokið, en hún var viðvarandi þáttur í líf hans nærri 4 ára skeið, nokkru skemur en hún varði. Dag einn hlammaði sér Agnes í fangið á Ómar.
Í fanginu á Agnesi var Adolf Hitler á svona öllum sínum kónum að ónefndum ríflega 2000 júrbarkasbúum, 200.000 litháískum gyðingum, 6 milljónum evróskra gyðinga, 17 milljónum helfarar fórnarlamba og 80 milljónum stríðsfórnarlamba á 6 árum 1939 til 1945. Og hana nú. Agnes var ekki bara með styrjöldina í fanginu. Hún var með styrjöldina á heilanum og í hjartanu og líkt og gengur og gerist í sumum vel heppnuðum ástarsamböndum verðu hugðarefni Agnesar smám saman að hugðarefnum Ómars. Hann fekk Agnesi í fangið og á heilan og með henni alla aðila seinni heimsstyrjaldarinnar, fórnarlömb, gerendur og saklausa áhorfendur. Einhverju síðar brendan heimilið þeirra til grunna og flúði land. Og þó það hljómi kannski ósennilega var eitthvert undarlegt orsakasamband þar á milli. Líkast til óþarfi að taka það fram, en við skulum samt láta það eftir okkur, Agnes tók ekki heldur þátt í seinni heimsstyrjöldinni. Það gerðu hins vegar langafrænar Vilhelmas Lukáskas og Isaac Banae. Þeir börðust ekki í fyrri heimsstyrjöldinni, til þess voru þeir of ungir. Þeir börðust reyndar ekki heldur í seinni heimsstyrjöldinni, til þess voru þeir of gamlir. En rétt það leyti sem henni fyrri lauk hófst frelsisstríð Litháa og þeir Vilhelmas og Isaac voru þá einmitt passlega nógu fullorðnir til að skjóta fólk, að mati skráningastjóra hersins. Seinna urðu þeir hvor með sínu lagi nasistum að bráð. Það fannst engum sérstaklega skemmtilegt og allra síst þeim sjálfum. Agnes Lukaskaite var frá smáþorpinu Júrbarkas í Litháen, sem árið 1940 taldi tæplega 5500 íbúa. Þaraf voru 2300 gyðingar. Í dag búa 14.000 manns í Júrbarka sem enginn þeirra gyðingur. Nei annars, ég tek þetta tilbaka. Agnes Lukaskaite var úr Kópavoginum. Foreldrar hennar voru frá Júrbarkas Dalia og Kęstutis Lukáskas flúðu kommunismann með millilendingu í Ísrael og komu til Íslands sumarið 1978 í miðju Grísæði, hálfu ári áður en Agnes fæddist á fæðingarheimilinu við Eiríksgötu í Reykjavík. Þau voru ekki gyðingar, ekki beinlínis, en þennan kalda vetur tókst þeim engu að síður að reiðast sláturfélagi Suðurlands, SS, hakakrossi Eimskipafélagsins og spaugilegum skrifum blaðamanna gereyðingamálið, sem hefði ekki við helförina að gera heldur innflutningsbanna og geri til áfengisframleiðslu. Þá hrukkuðu jafnan í kút þegar dramatískir Íslendingar ræddu hina eða þessa katastrófuna, en svo kallast helförin á litháísku. Þessi myndlistarsýning var alger katastrófa. Ferðaáætlun strætisvagna var alger katastrófa og gott ef grænmetistild KEA var ekki líka fyrirtaksdæmi helbera katastrófu. Þegar Agnes var tekin að blómstra, eins og það heitir þegar stúlkubörn fer að langa að ríða, náði nasismin í skottið á henni og beit sig fastan. Á meðan jafnöldur hennar voru uppteknar af að sækja diskotek og smakka brennivín, káfa á strákum og fikta við reykingar, stakk Agnes höfðinu í fjöldagrafirnar sem forfeðrar hennar grófu og voru grafnir í. Donc c'est le tout début du roman, donc je vais lire l'équivalent en français parce que ça, si j'ose dire, ça pose le décor et ça donne aussi une grande partie du ton, même si on va en parler tout à l'heure. Les voix narratives en fait changent très fréquemment dans ce roman, mais il y a une voix dominante qui va être cette voix un peu curieuse dont on parlera tout à l'heure. Donc, environ 2000 personnes ont trouvé la mort pendant que nous faisions ce livre, ou plutôt 200 000. 6 millions de juifs, 17 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Presque 80 millions d'êtres humains. Le monde ne sera plus jamais le même. Mais non, je rigole. Vous avez sans doute entendu parler de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les histoires de l'humanité la mentionnent. Elle s'affiche même en couverture de la plupart d'entre elles. Photos de Panzer, d'Adolf Hitler en pleine crise d'hystérie, et de juifs squelettiques entassés dans des charniers. Champignons atomiques. L'histoire de l'humanité. Tout cela n'a évidemment échappé à personne. Omar n'a pas participé à la Seconde Guerre mondiale. Il n'est venu au monde que des années après la fin des hostilités. Pourtant, ce conflit s'est invité dans son existence pendant presque 4 ans, un peu moins longtemps qu'il n'a duré. Un jour, Agnès lui est tombée dessus sans crier gare. Elle avait sur les bras Adolf Hitler et tous ses sbires, sans mentionner les quelques 2000 habitants de Jurbarkas, les 200 000 juifs lituaniens, les 6 millions de juifs d'Europe, les 17 millions de victimes du génocide et les 80 millions de morts qu'avait fait la guerre en l'espace de 6 ans, de 1939 à 1945. Et voilà. Elle avait la guerre non seulement sur les bras, mais également dans la tête et le cœur. Et comme il en va parfois dans les histoires d'amour réussies, les centres d'intérêt d'Agnès devinrent peu à peu ceux d'Omar.
Non seulement il avait cette jeune fille sur les bras et dans la tête, mais elle était accompagnée de tous les acteurs de la Seconde Guerre mondiale, victimes, bourreaux et simples figurants. Quelque temps plus tard, il réduisit leur maison en cendres et quitta l'Islande. Et bien que cela puisse sembler improbable, tous ces éléments étaient reliés par de surprenantes lois de causalité. Sans doute est-il inutile de le préciser, mais nous allons tout de même le faire. Agnès n'avait pas non plus participé à la Seconde Guerre mondiale, contrairement à ses arrière-grands-pères, Vilhelmas Lukauskas et Isaac Banaï. Ces derniers, trop jeunes à l'époque, n'avaient pas combattu pendant la Grande Guerre. Trop âgés, ils n'avaient d'ailleurs pas combattu non plus lors du Second conflit. En revanche, vers la fin de la Première Guerre, au moment où la Lituanie s'était libérée, les recruteurs de l'armée avaient considéré que Vilhelmas et Isaac avaient atteint l'âge adéquat pour tirer sur leurs prochains. Plus tard, ils étaient séparément tombés aux mains des nazis. Ce genre de choses n'avait rien de très plaisant, surtout pour eux. Agnès Lukauskaite venait de Jurbarkas, une bourgade lituanienne qui comptait en 1940 environ 5500 habitants, dont 2300 juifs. Aujourd'hui, Jurbarkas compte 14 000 âmes et pas un seul juif. D'ailleurs non, je retire tout ce que je viens de dire. Agnès Lukauskaite venait de Kopavogur, c'était ses parents qui venaient de Jurbarkas. Dalia et Kestutis Lukauskas avaient fui le communisme et étaient arrivés en Islande après une escale en Israël, à l'été 1978, alors que l'engouement pour la comédie musicale Grise battait son plein. Un an plus tard, Agnès avait vu le jour à la maternité de la rue Risgata, à Reykjavik. Ils n'étaient pas juifs, pas vraiment, mais pendant l'hiver glacial qui suivit, ils avaient tout de même été choqués par la Société des abattoirs du Suderland, qui avait choisi l'abréviation SS en guise de sigle, la croix gammée, certes un verset qui servait d'emblème à la compagnie maritime Heimskip, et les articles humoristiques des journalistes qui s'emparaient de la question de l'extermination, laquelle n'avait rien à voir avec l'Holocauste, mais avec l'interdiction d'importer des levures destinées à la fabrication de bière. Ils étaient tout autant consternés d'entendre les Islandais parler sur un ton théâtral de telle ou telle catastrophe, le mot lituanien désignant l'Holocauste. Cette exposition de peinture était une véritable catastrophe. Les horaires des bus de ville étaient une catastrophe, et il s'en fallait de peu que le rayon fruits et légumes des supermarchés Kea ne soit lui aussi l'exemple type de la plus terrible des catastrophes. Quand Agnès se mit à fleurir, selon l'expression consacrée pour dire qu'une jeune fille a tout à coup envie de baiser, le nazisme la rattrapa et ne la lâcha plus. Alors que les gamines de son âge passaient leur temps dans les discothèques à boire des alcools forts, tripotant les garçons et crapotant des clopes, Agnès se plongea jusqu'au cou dans les charniers que ses ancêtres avaient creusés et au fond desquels ils étaient enterrés. Voilà, donc c'est très riant, hein, tout de suite. Voilà. Donc moi, ma première question sera, alors c'est pas un roman qui est sur l'Holocauste, mais c'est un roman qui traite de l'Holocauste et qui actionne tout un tas de mécanismes autour de l'Holocauste. Et on peut se dire, des romans sur l'Holocauste ou pas traitant de l'Holocauste, il y en a déjà eu 600, 1000. Donc, comment fait-on en 2012 pour réussir à faire un roman sur l'Holocauste que personne n'a jamais fait? Il est vraiment d'une tonalité, d'une façon de procéder qui est sans égale. Donc, voilà. Well, I think you write a novel about the Holocaust by, like you write everything else, by more or less by coincidence, or I think I like most people, I write from instinct and I end up somewhere, not necessarily very consciously. But that being said, at some point I did start thinking of, because I've had this that I want my books to be different from each other. I want them sort of not to repeat myself. In to do that, I was thinking at some point sort of what would be the most unlikely thing for me to do, and I came to the conclusion that the most unlikely thing for me to do would be to write a historical novel. And then I thought, what would be the most unlikely historical topic I would choose were I to write a historical novel? And I thought that would be the Holocaust, because I find the genre very problematic. And then I decided, well, since I've found this place that is the most unlikely thing for me to do, then of course I will have to do it. Don't know, that probably doesn't make a lot of sense, but for me it somehow does. Je pense que quand on se met à écrire un roman sur le Holocauste, c'est comme tout le reste, c'est par coïncidence plus ou moins. Moi, au départ, quand j'écris, c'est vraiment par instinct, et je ne sais pas nécessairement où je vais. J'arrive quelque part et ce n'est pas forcément quelque chose de conscient. Il y a une particularité dans mon écriture, c'est que je n'aime pas me répéter, donc j'aime que chacun de mes romans soit différent.
Et donc avant de commencer à écrire ce roman en particulier, je me suis posé la question suivante. Quel serait le genre le plus improbable que je pourrais utiliser pour écrire? Et je me suis dit, sans doute, ce serait d'écrire un roman historique. Et je me suis dit, et si je devais écrire ce roman historique improbable, quelle serait la période la plus improbable sur laquelle je choisirais d'écrire? Et ma réponse a été le Holocauste, parce que c'est un genre et une période que je trouve particulièrement problématique. Et donc une fois que j'avais trouvé la chose la plus improbable à faire, bien sûr, il a fallu que je la fasse. Alors ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais pour moi, si. In more practical terms, I stumbled upon the story. I had written only a chapter on a man that burned down his house, sort of either by accident or by will, and sort of left unclear. And this is what I had in the summer of 2008, when I was invited to this town, Jurbarkas, in Lithuania, for a literary festival, to talk about the novel before this, which is called Gæska, Kindness. And when I was there, it bears mentioning that the Lithuanians are the second largest immigrant group in Iceland after the Poles. But when I came to Lithuania, or when I was going to Lithuania, I was extremely ignorant. I was literally at the place where I was wondering, is it Riga or Vilnius, which is the capital? And I come there and and I go spend one night in Vilnius, and I go to Jurbarkas, and I spent about a week there with a few Nordic writers, but mostly a large group of Lithuanian intellectuals. And we speak about history, and we speak about politics, and we speak about literature for a week. And they knew a lot about Nordic literature, they knew a lot about Icelandic literature and culture, and I knew nothing about them. And it felt very, very shameful. It was sort of from a standpoint of I felt ashamed and stupid. So when I come back home, and I was spending the summer in Iceland at the time, but otherwise I've been living in different places. But when I came back there, I started wondering a couple of things. One thing I started wondering is, what do Icelandic people in general know little about Lithuanians, and if so, what is it that they think about when they think about Lithuanians? So the first thing I did was I sat myself down and I googled Lithuanians in Icelandic, Litauar, and found every instance of sort of where they are mentioned on the internet, and I just went through it, and all it had to do with was crime. There was only sort of prostitution, mafia, drugs, etc., etc., etc. And this, of course, was very saddening. So I started looking more into the history of the country, and becoming sort of interested in it. Do you want to? Sure. Alors, de façon un peu plus pratique, je suis tombée sur l'histoire de départ un peu par hasard. J'avais écrit un chapitre portant sur un homme qui brûle sa maison. Intentionnellement ou non, on ne sait pas, j'avais laissé la chose volontairement floue. Donc ça, c'était à l'été 2008, et à cette époque-là, j'ai été invitée à Jurbarkas en Lituanie, à un festival de littérature, pour parler de mon roman précédent qui s'appelle Bonté. Alors il faut savoir que les Lituaniens en Islande sont le deuxième groupe d'immigrés après les Polonais. Mais lorsque je suis arrivée en Lituanie, je ne savais rien sur ce pays. J'étais vraiment tout à fait ignorant, au point où je ne savais pas si la capitale était Riga ou Vilnius. Donc vraiment, je ne savais rien sur ce pays. Et j'ai passé une semaine là-bas avec quelques écrivains nordiques, mais surtout avec des intellectuels lituaniens. Et on a passé une semaine à parler d'histoire, de culture, de littérature. Et je me suis rendu compte que ces Lituaniens savaient beaucoup de choses sur la littérature et la culture islandaise et nordique en général, alors que moi je ne savais rien sur eux. J'ai vraiment eu honte et je me suis sentie particulièrement idiot. Donc quand je suis rentrée en Islande, je passais l'été là-bas. Par ailleurs, je vivais dans plusieurs pays, mais en tout cas j'ai passé l'été là-bas. Et je me suis posé plusieurs questions. Premièrement, est-ce que les Islandais
savent quelque chose sur les Lituaniens et sur la Lituanie. Et sinon, qu'est-ce qu'ils pensent des Lituaniens? Donc, j'ai tapé Lituanie en islandais sur Google et j'ai lu ce qui se disait sur les Lituaniens. Et tous les articles que j'ai trouvés portaient sur des crimes, sur la prostitution, sur la mafia, sur les problèmes de drogue. Et c'était tout ce qui était dit sur les Lituaniens. Donc bien sûr, c'était assez navrant. Donc la deuxième chose que j'ai faite, c'est j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du pays. And when I was reading about Lithuania, I realized two things, that there was on the one side there were very many similarities between Iceland and Lithuania, and the ideas they have of themselves. For instance, and the basic thing being the idea of the language being in a sense ancient and unchanged. The Lithuanians have this idea of the Lithuanian language as being the closest one to the Indo-European, whereas the Icelandic has that they are the closest one to the what is called the Old Norröna, the language of the sagas. And this is, of course, sort of these are complicated things to discuss and it would take forever, but it's at least a part of the identities of the countries. And we had sort of the independence, the philosophies of the independence movements were very similar, and etc. But then the great difference is of course that the history of Lithuania is so bloody, especially in the last 200 years. It's been so incredibly intense. And whereas the history of Iceland has not. Iceland is very much sort of like an innocent child on the sidelines sometimes. But what I realized also, what I stumbled upon sort of, I started reading about Jurbarkas, this town that I'd been in, and I realized that this massacre that had happened there. And the thing is, I had spent a week in that town talking about history and politics and literature, and nobody had mentioned the fact that 2 generations ago half of the town had been slaughtered. And I found this sort of incredibly curious, and this sort of grew to be an obsession for me to find out more about it. And this is where the character of Agnes is born. Et donc, lorsque je lisais ce que je trouvais sur l'histoire de la Lituanie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similarités entre la Lituanie et l'Islande, notamment l'origine de la langue, qui par les deux pays est considérée comme très ancienne. En Lituanie, on considère que la langue est la plus proche des langues indo-européennes anciennes, et en Islande, on considère que la langue se rapproche des langues très anciennes nordiques. Alors ce serait très compliqué d'expliquer si on rentrait dans les détails, mais en tout cas, ça forge une partie de l'identité de ces deux pays. Par ailleurs, les mouvements philosophiques d'indépendance sont similaires. Les théories de base des mouvements d'indépendance sont très similaires. Et bien sûr, la grosse différence, c'est que l'histoire de la Lituanie est extrêmement sanglante, surtout sur ces 200 dernières années, alors que l'histoire de l'Islande ne l'est pas. L'Islande est souvent considérée comme un enfant innocent qu'on laisse sur le côté. Et ce qui était particulièrement surprenant, c'est qu'au cours de mes recherches, j'ai appris qu'il y avait eu un massacre pendant la Deuxième Guerre mondiale à Jurbarkas. Or, j'avais passé une semaine là-bas à parler d'histoire, de politique et de littérature, et personne là-bas n'avait mentionné que 2 générations plus tôt, la moitié de la ville avait été massacrée. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement curieux, et de là est née mon obsession d'en savoir plus sur cette ville et son passé, et c'est là que mon personnage Agnès est né. Donc ça nous dit bien effectivement donc comment est venue l'envie l'envie justement, l'accident qui a conduit à un roman traitant de l'Holocauste, et en particulier de l'Holocauste en Lituanie, vu depuis un point de vue islandais. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a cette question, voilà, c'est d'utiliser deux zones qui partagent des choses, mais qui sont aussi 2 zones frontières, 2 zones extérieures presque de l'Europe, qui sont juste à la limite, pour regarder en fait ce qui se passe en Europe, parce que l'Holocauste ici est vraiment utilisé comme
comme Agnès nous le dit rapidement dans le roman, comme le marqueur en fait de quelque chose qui est tout à fait contemporain, qui est la montée de nationalisme, mais qui de nationalisme deviennent souvent, curieusement, ou est-ce que c'est fatal, des racismes xénophobes et une extrême droite européenne, donc dont on assiste à la montée en fait pendant toutes ces années-là, qui ne se revendique pas nécessairement toujours néo-nazis, mais qui en pratique en adopte des masses de choses. Et c'est en fait tout le sujet du mémoire de recherche d'Agnès. Mais tout cela nous est raconté pas du tout comme, je dirais, comme une histoire d'Holocauste habituelle. C'est-à-dire que il y a une crudité, il y a un côté direct dans tout ce qui est dit, dans les opinions énoncées par les différents protagonistes, qui est quelque chose d'assez rare. Et j'aurais bien aimé savoir comment s'est construite cette manière-là de le traiter. C'est pas la liste de Schindler, quoi. No, it's, I did think of it at some point as more or less of an anti-Schindler's List. What interested me, I mean, one of the things that interested me with the narrative of the Holocaust in general is that when we started writing about it and when we started sort of thinking about it, it seems to me it was a very broad scope of narratives. You had very sort of different prodigy through even during the war. There was sort of grotesque humor about the Holocaust and about Nazism. Anything from Charlie Chaplin to sort of there are numerous examples. And then after the war, you have I mean people that are more or less on the what do you call, like the same side, but incredibly different people, like Primo Levi on one side and Elie Wiesel on the other, that are sort of and what it seems to me that in the last 50 years this spectrum has been getting smaller and smaller and smaller and smaller as we sort of get closer to deciding a single narrative truth of what happened sort of during the war, and the single philosophical truth about it. And the reason I chose this voice for the sort of the essayistic part, or what do you call them, and these characters for portraying one was, of course, I wanted there to be a kind of an emotional, intellectual portrait of Agnes's obsession with the Holocaust. And so I thought a lot of the times I thought about it as things that Agnes knows, things that Agnes sort of would be a part of her thinking and her world. But another thing was just to which is the point of sort of when it transgresses, when it becomes this, it was just to create room, sort of to blow up the narratives a little bit, sort of to make you feel uncomfortable within these singular truths and these singular narratives, and to create some sort of space where you could, where we could go through the story of the Holocaust in a little bit more of a. I mean, in a strange way, maybe a quieter area where you're not as disturbed by what you're supposed to be thinking about it all the time. Alors, il y a eu un moment pendant que j'écrivais ce roman où j'ai voulu un peu écrire l'antithèse de la liste de Schindler. En fait, ce qui m'a intéressé dans la narration de l'Holocauste, c'est le fait que, en fait, quand on commence à écrire quelque chose sur un sujet aussi large que ce sujet-là, on se rend compte qu'on peut choisir n'importe quel mode de narration. Pendant la guerre, on a vu de l'humour avec Charlie Chaplin. Même après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu des styles d'écriture très très différents sur l'Holocauste. Et au cours des 50 années qui ont suivi, on a vu le spectre se réduire jusqu'à ce qu'il n'existe finalement presque qu'une seule réalité sur la guerre, presque qu'une seule vérité philosophique sur ce qu'avait été cette guerre. Et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette voie un peu essayiste, comme vous le disiez, c'est que je voulais apporter ou montrer un portrait un petit peu
intellectuelle de la chose via l'obsession de Agnès. Donc, en quelque sorte, souvent quand j'écrivais ces passages, j'essayais de me mettre dans la tête de Agnès, de ce qu'elle sait, de ce qu'elle aurait pu penser. Mais la deuxième chose que j'essayais de faire en utilisant cette voix, c'est justement cette notion de transgression de cet espace unique, de cette réalité unique qu'on voit si souvent. Donc j'ai voulu, en mettant ces commentaires, élargir l'espace de narration pour que le lecteur ne soit pas à l'aise, pour qu'il n'y ait plus une seule narration, un seul espace, pour raconter l'Holocauste. Et c'est un peu paradoxal, mais c'est aussi un espace plus calme, où le lecteur ne se sent plus obligé de penser d'une certaine manière. I think there was an aspect also of allowing, finding a space for the reader to allow him or herself to simply disagree with a book, because if you because a normal narrative is always sort of it enters your soul and you accept it, but an essayistic narrative is more of an attack, and you feel that when you're approached in that way, you feel you're allowed to defend yourself in a different way. And that's so that was one point, and another point was to simply allow all the narrative contradictions of the Holocaust and of the war and of the sort of the nationalistic history of Europe and the contemporary extreme right, to just sort of live there, to be there somehow, that you would see them because sort of to underline the fact that the truth of the only historical truth that you have is contradictory. It will always be contradictory. You can't, when you start settling the contradictions and deciding on a single narrative, is when you start lying. Cette idée de donner un espace au lecteur était aussi pour lui permettre de ne pas être d'accord avec ce roman. Parce qu'en général, dans une narration de roman, la narration rentre dans l'esprit du lecteur et le lecteur l'accepte. Alors que dans un essai c'est un peu comme une attaque et le lecteur se défend par rapport à ce qu'il lit. Donc c'est une approche un peu différente. Et ces commentaires permettent également de mettre à jour toutes les contradictions de l'Holocauste, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'extrême droite contemporaine, pour souligner que la seule vérité historique, c'est la contradiction. Parce qu'à partir du moment où on décide d'une seule narration, c'est là qu'on commence à mentir sur le passé. I think the interesting thing about history and memory in those terms is also that every time you reiterate the past, you recreate it, of course, and that goes for personal memory as well as national history. And it's sort of, the strange thing about this book, for me personally, in the sense, is that because this is what, the fourth or the fifth country where it's published, I've been talking about it for so long that I myself am not entirely sure, sort of, that sometimes I'm telling the same stories, sort of, and I'm thinking, but wait, is this something that I just sort of fabricated afterwards as a because it is hard to trust memory, and it's hard to trust history, especially when you've been repeating it. The more you've been repeating it, the more you've been talking about it, the more likely is it that you've been changing things, and then you've been sort of settling them as facts, whereas they're not. Somehow they were something you invented. Et ce qui est intéressant en fait avec l'histoire et la mémoire, c'est que ce sont des processus par lesquels, à chaque fois qu'on commence à reparler du passé, on recrée l'événement un petit peu plus. Et cela vaut pour la mémoire nationale, mais aussi pour la mémoire personnelle. Moi, par exemple, à titre personnel, ça me fait sourire toujours parce que c'est le 4e ou le 5e pays où ce livre est traduit et publié. Et ça fait vraiment là maintenant longtemps que je parle de ce livre et parfois je ne suis plus sûre de l'origine de ce que je raconte. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je pensais au moment où j'ai écrit le livre ou si c'est quelque chose que j'ai imaginé après avoir lu le livre. Et donc en fait la mémoire et l'histoire ne sont pas des choses fiables, ce sont des choses que l'on modifie au fur et à mesure qu'on en parle. Et plus on en parle, plus des choses qui auraient pu être inventées deviennent des faits.
c'est une des choses que j'ai trouvé les plus saisissantes dans l'écriture, enfin dans l'assemblage en fait de ce roman, c'est que effectivement sur ce procédé de révélateur, mais au sens photographique du terme, donc qui est utilisé pour l'Holocauste, hein, donc de croiser en fait des narrations en utilisant un ton et un mode narratif qui est effectivement celui d'une jeune historienne, donc qui a pas vraiment de tabou et qui amasse une masse de matériaux historiques et qui en même temps porte au fil de la plume, au fil de sa prise de notes en bibliothèque, porte un jugement sur le contemporain et notamment sur toutes les hypocrisies. Donc toutes les palinodies en fait des mouvements d'extrême droite en prennent effectivement plein la figure, mais toutes celles en fait des autres partis politiques qui soit justement réduisent tellement la chose qu'elles font le jeu, soit au contraire détournent poliment le regard. En fait, toutes les forces politiques européennes en prennent par le jeu de cette jeune historienne très engagée, très motivée, complètement obsédée, effectivement, qui vit avec l'Holocauste nuit et jour. Je trouve ça vraiment fascinant. Et ce qui est alors particulièrement réussi et plaisant, et qui rend le livre déroutant et dérangeant, c'est que ce côté... il n'y a pas qu'une seule réalité, ça bouge sans arrêt, on le retrouve sur tous les autres axes de narration. C'est-à-dire que sur des choses beaucoup plus prosaïques, l'histoire d'amour, de cohabitation, de sexe, puis même entre Agnès, Omar et Arnor, suivant qui raconte et à quel moment, ça change. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et pourtant, quand ils racontent, ils sont très sûrs d'eux, hein, il n'y a aucun doute. Ils sont promis, jurés, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais 300 pages plus loin, ou même 80 pages plus loin, quelqu'un d'autre vient dire autre chose. Donc on retrouve ces questions de narrateurs non fiables, ou peu fiables, ou pas aussi fiables que ce qu'on croyait, mais qui résonnent étrangement en permanence avec le travail historique et politique en fait qui est fait, puisque la petite histoire en fait est aussi peu fiable que la grande, et tout ça bouge en même temps. Et bon, après on le dira, mais le jeu entre les deux en fait fait que c'est extrêmement drôle. Alors je suis désolé, c'est pas vraiment une question, c'était plus une remarque, hein, mais je trouve fascinant cette façon de faire que la mécanique narrative en fait se déplace, fonctionne, quel que soit le matériau sur lequel on l'applique. There was one thing that I could mention in that context with the sort of one of the main sources for there's a whole chapter in the book that happens in the summer of 1941 during these massacres, and one of the main sources for this description is what is called the Yizkor book, a Jewish book of remembrance, and they're traditionally written about towns in general. So the book is not only about the events of the summer, but it is about the town and memories of the town. And but a large portion of it is of course about these events, and and then there are also included at least in the English translation. I'm not sure that they are in the Hebrew original. It's very strange actually that this book exists in English. It's just because there's an American called Joel Alpert who apparently had money to have it translated, and he had family from there. So it's not really on the open market in that sense. But anyway, that book is filled with first-person accounts of what happened that summer, and that book is also filled with endless amounts of contradictions. These are all things that were written down not far after the events. But people remember things so incredibly differently. They can't agree on places. They can't agree on sort of what dates things happened, etc., etc., etc. Everything is just really, really chaotic. And it was very interesting to read from that, just from the standpoint of realizing that. But I mean, there is, of course, a sort of a thread through it, which is the truth of what happened. They agree that, I mean, the big thing, of course, is that they agree that the people were killed, and they were killed in different areas. And it's mostly
I wouldn't say necessarily details that they disagree on, but not the main events, of course. And then it's an emotional portrait of what happened, and that's somehow the truth of it. So that you leave in all the contradictions, and you leave in all of the different narratives that they had of what happened, and you get left with. You don't get left with the feeling that you're being lied to, or that it's sort of strange that people remember things in different ways or something. You just get this amazingly powerful emotional portrait of what actually happened to a whole town. And that felt much more truer than if it would have been a sort of a more normal narrative. Alors, je vais vous lire un deuxième extrait en fait. Pardon, oui, juste après. Hein. Je peux vous dire que donc, dans ce roman, il y a un chapitre qui porte sur l'été 1941 et les massacres qui ont eu lieu cet été-là en Lituanie. Et la source que j'ai utilisée pour écrire ces descriptions, c'est un livre de mémoire juif qui porte sur la mémoire des villes, donc pas seulement des événements. Mais évidemment, une grande partie de ce livre de mémoire porte sur les massacres de cet été-là. Donc moi, j'en ai lu une traduction anglaise, l'original est en hébreu. En fait, c'est un Américain, Joël Alpert, qui avait beaucoup d'argent et qui a demandé à ce que ce livre soit traduit parce que lui avait de la famille en Lituanie à l'époque. Tout ça pour dire que ce livre n'est pas disponible sur le marché si facilement que ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, on a une multitude de témoignages à la première personne qui sont tous incroyablement contradictoires. Tous ces témoignages ont été écrits peu de temps après les massacres, et c'est incroyable de voir à quel point les souvenirs sont différents, c'est-à-dire que personne n'est d'accord sur les endroits ou sur la date des événements, donc c'est un peu chaotique. Alors certes, il y a le fil rouge des massacres, donc je dirais que la contradiction n'est pas sur l'événement principal, tout le monde est d'accord là-dessus, mais pourtant les contradictions ne portent pas sur des détails, c'est quand même sur des choses assez importantes. Mais le résultat, c'est qu'on a vraiment un portrait émotionnel de la ville. Ces contradictions, ces différences de narration ne donnent au lecteur pas du tout l'impression de mensonge. On ne ressort pas du tout de cette lecture en se disant « enfin c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils se souviennent de choses aussi différentes ?» Au contraire, on a une narration incroyablement puissante d'un portrait émotionnel. Pour moi, de lire ce livre, ça m'a donné une notion du vrai bien plus puissante que si la narration avait été beaucoup plus normale. Un deuxième bref extrait, et puis on va passer à un autre sujet ensuite. Donc ça, c'est peu après hein, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est le début du chapitre 2. Donc on est encore dans ce qui tient lieu d'exposition et sous un mode donc, que vous avez senti hein, assez particulier en fait à ce roman. Donc, salut, ohé, lisez. Et vous êtes toujours là? Ici le texte, nous sommes le texte. Je vais vous parler en long et en large du Troisième Reich. Ne fermez pas le livre. Voici une première tentative de mise en perspective. 17 millions d'êtres humains, c'est la population du Chili. Si tous les habitants de ce pays mettaient 10 couronnes islandaises dans une cagnotte, on pourrait acheter 100 Jeeps Mitsubishi Pajero. 17 millions de gens pèsent environ 300 millions de tonnes, et s'ils sautaient tous ensemble à pieds joints, en retombant sur le même point, la Terre dévierait de son orbite. Par comparaison, précisons que 100 Mitsubishi Pajero pèsent environ 200 tonnes. 17 millions d'êtres humains, environ 100 millions de litres de sang, 17 millions de cœurs qui battent 595 billions de fois par an, 170 millions de doigts, 34 millions d'oreilles, 17 millions de nez, environ 8 millions et demi de bites et presque autant de chattes. 8 millions et demi de membres, taille standard, en complète érection, représentent 1360 km, ce qui équivaut à peu près à la ligne côtière de l'Irlande. Si 17 millions d'êtres humains se tenaient debout les uns derrière les autres, ils feraient tout juste le tour de la Lune. Enfin, s'ils n'avaient pas été massacrés. Mais revenons à Agnès Lukoskate. Comme tout le monde ou presque, elle avait 4 arrière-grands-pères et autant d'arrière-grand-mères, des gens très bien, les cheveux gris, vieux, sages, et joliment acariâtres, comme il sied aux anciens. Remontant la branche masculine directe de la famille, l'arrière-grand-père d'Agnès, Vilhelmas Lukoskas, et l'arrière-grand-mère qu'il avait prise pour femme, Saule Lukoskin, étaient tous deux catholiques et lituaniens. Remontant la branche féminine directe, Massa Banai, l'arrière-grand-mère, et Isaac Banai, l'homme qu'elle avait épousé, étaient juifs ashkénazes. Les 4 autres arrière-grands-parents ne jouent ici qu'un rôle mineur, car bien qu'ayant tous été témoins de cette partie de l'histoire impliquant les 2 autres arrière-grands-pères et arrière-grand-mères, ils n'y ont participé que dans la mesure où les témoins sont également acteurs par le regard qu'ils portent sur tel ou tel événement.
Notons que le dit regard diverge de celui dont vous pouvez vous satisfaire, vous qui lisez ce récit quelques 70 ans plus tard. L'image que vous en aurez est plus globale que celle transmise par des chuchotis dans les cuisines de Jules Barkas, et votre implication dans les ignominies dont le récit sera livré au fil de ces pages est d'autant moindre, fort heureusement. Ces considérations peuvent sembler quelque peu étranges, voire franchement déplacées, mais c'est ainsi. Le contexte naît de l'histoire qu'on relate, et nous livrons également ici l'histoire, la gestation du récit que nous relatons. Ainsi, cette surprenante mise en perspective vaut peut-être quelque chose. Espérons qu'elle mettra en évidence l'étrange éclairage qu'on projette parfois sur le réel. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire constitue une histoire ? Vous pensez peut-être que je me mords la queue, mais je vous assure qu'il n'en est rien. Ce récit ne renvoie pas qu'à lui-même, mais à d'autres récits, les nôtres et ceux des autres. Reykjavik 2009, entre 4 et 5 heures du matin, le dimanche 11 janvier, Agnès Lukkeskate avait encore 29 ans quand elle a connu Omar. 2 jours plus tard, elle en aurait 30, mais elle célébra tout de même son anniversaire cette nuit-là, afin de prolonger les brillantes réjouissances de Noël et du Nouvel An, et d'en faire résonner l'écho dans l'année nouvelle, afin qu'il n'y ait aucune rupture dans le bonheur, ni aucune baisse d'intensité, afin de ne pas être forcé de se reposer ou de reprendre son souffle. Comme un ver de terre pris de soubresaut, la file de taxi avançait dans le froid et le vent devant la baraque à hot-dog de la rue Lakiegarta. La révolution des casseroles s'essoufflait, mais promettait encore quelques belles bourrasques, les plus déterminantes. Derrière la pollution lumineuse, c'était une nuit limpide et étoilée, qui aurait tout autant pu être nuageuse. Les gens de la file d'attente étaient saouls et transis. Les garçons s'assonnaient des bourrades ou se bousculaient vigoureusement, tandis que les filles claquaient des dents. Les taxis arrivaient au compte-gouttes, la file avançait lentement. Seconde tentative de mise en perspective. Pauvres nazis suédois, pauvres racistes de Lund, les pauvres malheureux, on les persécute, ils perdent leur travail, on les apostrophe en pleine rue, on les montre du doigt, on tourne leurs idées en ridicule, les gens leur lancent « Crétin, va donc au Nazistan avec tes grolles à coque d'acier ». Le montant rentrait dans le col de sa parka rouge vif, les mains blotties sous les aisselles, Agnès s'agitait pour lutter contre le froid. Elle ne portait sous sa longue parka rien d'autre que sa petite robe de fête, ses sous-vêtements, ses cols en nylon et ses chaussures à talons hauts. Son bonnet noir et gris en laine islandaise ne l'empêchait pas de grelotter. Elle finissait toujours par avoir honte de s'entêter à jouer les élégantes en plein hiver ou quand elle sortait dans les bars. Et là, elle avait honte de ne s'être pas assez couverte, mais maquillée comme si l'idée de mourir seule la désespérait. N'avait-elle donc aucun amour-propre pour aller se jucher sur ses talons hauts qui lui comprimaient les orteils ? Pourtant assez modeste, il ne l'empêchait pas de danser. Pas plus qu'il ne lui interdisait de twister. Noirs et épais, en plus de l'agrandir de quelques centimètres, ils imprimaient à son corps une courbe qui, vue dans le miroir, la rendait 2 fois plus désirable. Or, maintenant que cet étau glacial lui enserrait les orteils, ses chaussures étaient la paire la plus haïe du monde occidental. Omar se tenait derrière elle avec son sourire narquois. Ils ne se connaissaient pas et attendaient chacun leur taxi comme si l'avenir n'avait rien prévu à leur intention et qu'ils pouvaient vivre en ignorant superbement que bientôt ils chemineraient ensemble. Le souhait le plus ardent de ces malheureux racistes et xénophobes de la bonne ville suédoise de Lund serait d'habiter le Danemark. C'est-à-dire si le Danemark ressemblait un peu plus au pays des Trois Couronnes, s'il était aussi jaune et bleu que le Folklemet, que la mère patrie. Parce qu'au Danemark, on a le droit d'être nazi. Là-bas, il existe même des mamies nazies. La gonzesse en chef est d'ailleurs Oberste SA Führerin. Et les journaux libéraux sont experts pour donner la fessée aux étrangers. Aux étrangers intolérants qui excisent les petites filles et enterrent vivantes les femmes en burqa tout en brûlant le drapeau danois. Parce que le Danemark est bâti sur la tolérance. Mais la Suède sur le consensus. L'Islande, elle, est bâtie sur l'isolement et l'ignorance choisie. À moins que je ne fasse là du mauvais esprit. Notre mauvais esprit bien à nous, ton mauvais esprit bien à toi. Voilà, c'est un peu différent. Il y a beaucoup d'humour noir, hein, énormément d'humour noir et d'humour de situation. Alors peut-être plus dans la narration contemporaine islandaise ou européenne que dans la narration lituanienne de 1941, quoique. Mais cet humour est vraiment utilisé comme une respiration dans la narration, mais jamais comme un soulagement. Malgré cet humour, il y a quand même une vision globalement sombre qui se dégage, aussi bien de l'Europe que de l'Islande. Peut-être encore plus de l'Islande. Et donc, voilà, je voulais savoir comment ce jeu entre une vision qui est quand même globalement assez froide et sombre, et en même temps beaucoup d'humour au quotidien de la page, comment ça avait été articulé et construit. I don't know, maybe that's Nordic, but it came very natural. There's I don't know, laughter is, of course, and humor, I think it's a very natural reaction towards horror, and I know that, I mean, people there was in the concentration camps, people told jokes
They told each other jokes to to survive and just to feel alive and etc. etc. One interesting thing about that is that people told the same jokes, so that the guards told the same jokes as the prisoners, which is all jokes about dying in gas ovens, etc., etc. But very, very brutal things, and that it's they have completely different meanings on the two different sides, and they're of course much more sinister on the guards' side. But at some point, it also struck me that for them it was probably also a matter of survival, of being able to get through a whole day of killing people is very, very difficult, I believe. Alors, je ne sais pas, quand vous parlez de l'aspect noir et de l'humour, c'est peut-être quelque chose de nordique, mais pour moi ça m'est venu assez naturellement. Pour moi, l'humour et le rire, ce sont des réactions assez naturelles face à l'horreur. Il se trouve que dans les camps de concentration, on racontait des blagues pour survivre, pour se sentir en vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes blagues étaient racontées par les gardiens que par les prisonniers. Par exemple, sur le fait de mourir gazé. Alors bien sûr les significations n'étaient pas les mêmes, elles étaient sans doute bien plus sordides du côté des gardiens, et même chez les gardiens c'était un acte de survie, parce que ça doit être extrêmement difficile de passer une journée entière à tuer des gens et à se sentir vivant par ailleurs. There's for me, and the problem that I've had with a lot of the Holocaust narratives, especially in later years, has been and horrific narratives in general actually has been that we end up with this kind of a kitsch of sadness, that sort of you end up in a place where it's a horrific thing becomes almost beautiful, and you end up at the point where you read a book and you put it down and you're allowed to feel good about feeling bad over something, and and then you're allowed to walk away from it in a different way. And I think this is also a survival mechanism, of course, confronted with horror. But there's what I find more helpful with humor is that it does give you the reprieve. It does give you breathing space. It does sort of let you rest a little bit from the horror, but it doesn't give you the same. It doesn't last as long. You don't get to just walk away. You just get to have a little break, and then you come back. Et le problème que j'ai avec beaucoup de narrations sur le Holocauste, plus particulièrement les narrations les plus récentes, et d'ailleurs le problème que j'ai avec les narrations qui parlent de faits horribles en général, c'est la notion que la tristesse est quelque chose de kitsch, donc la mort ça devient presque quelque chose de magnifique, et quand on finit de lire le livre, on peut le poser et se sentir bien parce qu'on se sent mal et qu'on se sent triste. Et alors ça aussi en soi c'est un mécanisme de survie, quand on est confronté à l'horreur, parfois c'est justement ça le mécanisme. Mais je trouve que l'humour est plus utile parce que ça nous donne un petit espace, un temps de respiration pour prendre un peu de distance vis-à-vis de l'horreur, mais ça dure beaucoup moins longtemps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se dire ça y est j'ai lu ça et maintenant je peux partir et passer à autre chose. C'est juste une petite pause avant de re-rentrer dans le sujet. On s'était dit qu'on ne durerait pas trop longtemps ce soir parce que on sait que Héricourt quand même a eu une rude semaine. Mais j'avais une dernière remarque et une dernière question peut-être. Une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit en fait par Héricourt justement sur cet humour, c'est que en lisant en fait Ilska, c'est curieux parce qu'il y a trois auteurs en fait qui me sont venus en tête et que je pense qu'ils sont pas immédiatement liés ni aux propos ni à la méthode narrative, qui sont l'un qui est un catalan qui est Jaume Cabré en fait sur la manière un roman qui s'appelle Confiteor, qui a quelques années, sur la manière dont un passé
sourd en fait à la surface peu à peu, comme du pétrole qui remonte et puis vient complètement polluer en fait un présent d'une manière très surprenante et totalement inattendue pour son protagoniste principal. Un autre auteur et ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, c'est peut-être l'auteur qui ne se limite pas à ça, mais qui est le champion du monde de l'humour du désastre, qui est Antoine Volodine, donc qui met en scène des camps, des prisons, des prisonniers, des réfugiés, des gens qui toujours dans un futur incertain sont des survivants et des gens emprisonnés et qui ricanent, rient, rigolent en fait en permanence de différentes choses et le font avec beaucoup de poésie, je vais y venir. Et le troisième auteur, d'une façon peut-être cette fois un peu plus directe, c'est Paul Verhagen, donc un néerlando-américain qui dort Oméga mineur, que là je ne vais pas raconter parce que ce serait un affreux spoiler, mais lit de façon très astucieuse une résurgence d'extrême droite contemporaine en Allemagne et le récit canonique de l'Holocauste. En imaginant un survivant qui vient raconter à son tour, après d'autres, ce que c'était la vie dans les camps, etc. Et qui en fait une véritable bombe, très différente de celle qu'est Ilska, mais qui parvient à approcher seulement ce que fait Ilska en termes d'être dérangeant, intelligemment dérangeant. Parce que c'est, je pense, une des plus belles caractéristiques de ce roman. Et donc ça c'était des remarques, mais la question peut-être c'était, il me semble que on ne peut pas prétendre résumer un livre comme Ilska avec sa taille et son ampleur en quelques mots, mais je trouve qu'il y a une formidable leçon, jamais pontifiante, toujours subtile, sur l'histoire qui à la fois est une chose absolument nécessaire à connaître pour ne pas être condamné à la répéter, mais qui en même temps est aussi le réservoir de mythes et d'anecdotes et d'éléments qu'on va utiliser pour justifier en fait l'injustifiable. Et donc il y a vraiment une ambiguïté fondamentale de l'histoire et je trouve qu'elle transparaît beaucoup. Et voilà, je voulais savoir si ça correspondait à une vision cette fois historique, ou si c'est quelque chose qui vient plus de la pratique narrative et de la poésie en fait qui est utilisée dans Ilska. I mean, I think it has to do with having a deep mistrust for certainty in general, that things are in only a certain way, and that goes for the sort of, but then wanting to understand the world. It's like what's the word for like generalizations. Generalizations are very, very important. Sort of, we couldn't survive without having ideas of like general manner. But then we've still managed to survive with them while still knowing that our idea of, I don't know, Spanish people it's only an idea. I think there's I mean, we have this problem with history and we have this problem with identity, that we have a hard time, I think, acknowledging that it's that it's a fluid state, that it's when I was about halfway through writing this book, I sat myself down trying to figure out what is it about, what is the sort of in the most simple terms that I could possibly put it. And what I thought then was that it was about seeing and about being seen, and it was about seeing somebody seeing you, etc. And sort of, so you have this that sort of, who do I think I am? Who do I think that you think I am? Sort of, who do I think that you think that I think that? Sort of, in this endless circle, which is sort of where we create our identities, and we have a certain amount of say in the matter. We have a certain amount of sort of what we can create about ourselves, but then there are also places where we don't get to decide what other people think of us, and we don't get to decide sort of the generalization pockets that we end up in somehow. We can struggle with them, and we should sort of, and we should play with them, and we should, but
it's not a fast, it's never a certainty. An identity is never anything so stable. And I think the same goes for history. I think the same goes for, and I think we need to, quite simply, we need to somehow start to learn to just live with it, that it's a fluid state, sort of not feel so helpless towards it, or so hopeless. Alors je dirais que je me méfie avant tout de la certitude. Donc je dirais que les choses ne sont jamais justes comme ça. Et la façon dont j'ai écrit ce livre vient aussi du fait que c'est une tentative de comprendre le monde. Donc si je prends l'exemple des généralisations, évidemment on a besoin de généralisations, on est obligé d'en avoir. Par exemple, quand on fait une généralisation sur, par exemple, les Espagnols, bon, on a cette image-là, mais il faut bien se rendre compte qu'il ne s'agit que d'une généralisation. Et je dirais que dans l'histoire en général, le problème principal, c'est un problème d'identité. C'est très difficile de reconnaître que l'identité, c'est un état mouvant. C'est pas quelque chose de figé. Et quand j'en étais à peu près à la moitié de l'écriture de mon roman, je me suis posé la question suivante, je me suis demandé, mais alors de quoi est-ce que je parle exactement, si je devais vraiment résumer ce que j'essaye de faire. Et en fait, ce que j'essayais de faire, c'est de montrer les différentes couches de perception. Donc, je vois quelqu'un qui est en train de me regarder. Je me vois en train d'être vu par quelqu'un, etc. Et donc, autrement dit, ce que je faisais, c'était... voilà, je pense être telle personne. Je pense que tu penses que je suis telle personne, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on crée sa propre identité. Mais bon, il faut voir que parfois on n'est pas maître de cette perception. Donc parfois, les généralisations font qu'on va être mis dans une catégorie, qu'on va être casé dans une identité qui n'est pas celle qu'on aurait choisie pour soi. Donc on peut toujours jouer avec les généralisations et avec l'idée de la perception de l'identité, mais il faut bien se rendre à l'évidence que l'identité et l'histoire, ça vaut aussi pour l'histoire, ne sont pas un état solide, c'est vraiment un état mouvant, et je pense que le plus important, c'est d'apprendre à vivre avec le fait que ces notions-là sont des notions mouvantes et en constante évolution. Ça me semble une magnifique conclusion. Donc, merci beaucoup Eric pour Nordal. Je voulais juste un dernier petit mot, c'est dire que alors, malgré les apparences compte tenu du sujet et peut-être de certaines provocations que vous avez pu sentir à la lecture ou dans la discussion, malgré les apparences, en fait, ce roman donc à un mois de Noël est vraiment le cadeau idéal, puisque il y a vraiment, il est à la fois intelligemment dérangeant, d'une grande beauté, très drôle, et d'une puissance réelle. C'est-à-dire que c'est pas un roman, voilà, effectivement, c'est pas un feel-good novel, même si on se marre beaucoup en le lisant. Mais je crois que bon, peut-être, à part peut-être pour votre grand-mère la plus intolérante, sinon c'est le cadeau idéal. Voilà. Donc merci beaucoup. Tu nous poses la question sur la suite après. Je ne sais pas s'il peut y avoir véritablement une suite à ce roman. Not in any sort of concrete terms. It is a part of one sense, it is a part of a trilogy. In other words, the Kindness came before it, Gæska, and then I finished, and it was published in October, was Heimska, which is stupidity. But they're thematically connected more than sort of, it's not the same characters, and they're not about, only this one is about the Holocaust. Alors il n'y a pas véritablement de suite, même si ce livre fait partie d'une trilogie. Donc c'est le second volet de cette trilogie. La première partie s'appelait Bonté. Là, en octobre, le troisième volet a été publié en Islande et il s'appelle Stupidité. Donc les trois livres sont connectés en termes de thématique, mais les personnages sont différents. Et celui-ci est le seul qui traite de l'Holocauste. Merci beaucoup, d'accord. Merci.